أزلكم الويب. Merci, mesdames et messieurs. Ça a été un grand plaisir de vous avoir rencontré et écouté, et surtout d'apprendre les positions du parti du RCD par rapport à toutes les questions d'actualité. Donc, j'apprécie énormément. Plutôt les questions vont être trois. Je vais formuler de cette façon-là. Thème Zouerouz, que retenez-vous du modèle canadien? À quel niveau qui peut être susceptible d'avoir le droit de citer et d'application des soumettants. La question 19, quels sont les paliers du pouvoir capables de sauver la paix civile et faciliter le changement? Je parle bien du palier du pouvoir, des institutions du pouvoir. Est-ce que ce sont celles qui sont élues, celles qui sont... C'est quoi? Est-ce que c'est la présidence d'après votre vision? Et de quelle façon on peut les interpeller pour sauver cette paix civile et surtout faciliter le changement que vous venez de citer? La question Fislefa, la Kabylie, peut-elle être nationale et citoyenne? Et dans quelle mesure, pour chacun des concepts, à quelle limite de chaque logique de ces concepts-là? Donc, nous aurons le concept national, nous aurons le concept citoyen. Et puis, comment il peut composer entre les deux aiguilles, donc le concept de citoyenneté et le concept de nationalité à l'intérieur de cet ensemble. On va prendre 4 autres questions, puis il va répondre au les 5. C'est le prochain. Oui, la parole est à vous. Le point démocratique en Algérie, il a cédé la place évidemment des islamistes. On voit toujours, est-ce qu'il y a une échéance, toujours les démocrates boycottent. Je pense qu'il est temps d'intégrer les institutions. Attends, le changement pour faire un changement à l'intérieur du système. Il y a d'autres personnes, sinon on va procéder. Oui. Je vais apporter, moi je dis, par rapport au RCD, comment on peut inculquer cette culture politique loin des extrémismes pour avancer? Parce que je pense qu'on a vécu tous ces extrémismes, mais ça ne marche pas. Donc, comment on va avancer en inculquant plus, puisque nous-mêmes vous êtes à la science de la culture, inculquer plus la culture politique dans lucide et sage. Voilà. Qui est le fait de la nation des pays. Et le Canada est tellement fort que même les États-Unis ont peur du Canada, ils ont mis des tarifs, etc. Un pays comme le Canada, les Algériens viennent au Canada, ils vendent tout ce qu'ils ont en Algérie, ils viennent au Canada. Donc c'est une puissance en fait, c'est une puissance internationale, mondiale. Mais ça n'a pas été comme ça. Dans les années 70, le Canada était vraiment au bord d'une guerre civile, à cause au fait des frottements, à cause des problèmes qu'il y a eu avec le Québec, n'est-ce pas? Et en face de ça, il y a des gens, des visionnaires qui sont venus, comme Trudeau, comme Jean Chrétien, et ils ont établi ils ont proposé de nouvelles politiques en fin de compte pour intégrer le Québec à l'intérieur du Canada. Donc il y a eu comme des lois sur les langues officielles, le bilinguisme institutionnel, dans le sens où le français a été intégré dans toutes les institutions au Canada. Il y a, comme je disais, le Premier ministre québécois, en fait, comme Trudeau et Chrétien, qui sont devenus Premier ministre au Canada, n'est-ce pas? Il y a eu donc des réconciliations avec le Québec. Donc les mesures sont très claires, les mesures sont très simples. Pour que le Canada devienne ce qu'il est aujourd'hui, il y a eu des mesures qui sont posées il y a 50 ans pour en fait éviter les dégâts, n'est-ce pas? Donc quand on retourne en Algérie vers les années 70, les Algériens qui vivaient au Canada retournaient en Algérie. D'accord? Donc le Canada était tellement bas que les Algériens, une petite communauté peut-être 100-200 personnes, ils ne restaient pas au Canada, les Algériens. Dans les années 70, ils retournaient
à cause de la situation grave qui était là au Canada. Donc la situation, la crise avec le Québec, donc au fait a poussé à générer une crise économique, une crise sociale, etc. Donc quand on retourne un peu en Algérie, la situation, les solutions sont simples. Tembezir a été officialisé en 2016. Pourquoi il n'y a pas eu de loi organique? Pourquoi il n'y a pas eu un peu ce que je viens de dire, un peu des actions que le Canada a pris il y a 50, 60 ans? Pourquoi on ne voit pas ça? Pourquoi on ne voit pas ça de la part d'un parti comme le RCD? C'est ça en fait mon questionnement. Pourquoi chercher des solutions à midi 14h alors que les solutions sont simples? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Alors, merci pour tous les intervenants qui ont posé leurs questions. Alors, je commencerai d'abord par les premières questions qui nous sont posées. D'abord, que retenez-vous du modèle canadien? Justement, je disais dans mon allocution d'introduction qu'on avait rencontré effectivement un groupe qui est dans la réflexion et qui veut justement proposer un projet comme ça, allant dans le sens notamment d'une organisation nouvelle en fait pour le pays, pour l'Algérie. Effectivement, si j'avais tout à l'heure parlé du modèle canadien qui pouvait inspirer les Algériens, c'est dans ce sens-là. Comme vous le savez tous, le RCD prend la régionalisation comme modèle. Il est pour des parlements régionaux, il est pour plus de prérogatives pour les élus locaux et pour une organisation nouvelle. Et moi, je suis émerveillé par ce que vous vivez ici au Canada, où tout le monde s'accepte avec ses différences, mais aussi avec son appartenance. Ici, par exemple, on a eu à visiter le Parlement québécois, mais aussi le Parlement à Ottawa. Et nous avons en fait eu à comprendre comment sérieusement évolue le fonctionnement de l'État. L'État ici, des États plutôt. Et l'Algérie pourrait sérieusement gagner à calquer, à sa manière aussi, c'est-à-dire en tenant compte des spécificités locales. Parce que pour un pays aussi vaste comme l'Algérie, nous ne pouvons pas le gérer à partir d'Alger. Et puis les priorités, par exemple, d'une région comme le Chaouia ne sont pas les mêmes que celles de l'Oranie. Les spécificités de la Kabylie ne sont pas les mêmes comme celles, par exemple, des hauts plateaux. Ici, durant notre révolution, il y avait un modèle d'organisation qui était en région. Ceci n'aurait pas pu sérieusement arracher l'indépendance du pays. Mais aujourd'hui aussi, moi, j'interpelle à chaque fois, et je le dis d'ailleurs dans mes différentes interventions, je plaide pour une décentralisation. Maintenant, appelons la décentralisation, fédéralisme, appelons la régionalisation, appelons la autonomie politique des régions. Mais nous faudrait un modèle qui va sérieusement répondre aux attentes des Algériens. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les préoccupations de la Kabylie ne sont pas celles, par exemple, des hauts plateaux. C'est une réalité. Tout à l'heure, j'ai discuté avec des amis, d'ailleurs, qui me disaient que, y compris en termes de référence, nous pouvons ne pas avoir les mêmes références. Pourquoi allez-vous maintenant me renvoyer à Oqba Ben Nafa et, par exemple, casser comment on appelle, d'Axel? Comme vous savez tous, dernièrement, ils ont déboulonné la statue d'Axel, chose que nous avons dénoncée. Attends, ils nous semblent l'un des rares partis à avoir justement réagi par rapport à ce qui s'est fait. Et nos cadres du parti étaient sur les lieux. Pour vous dire que ce combat-là, il faudrait le mener au quotidien, là où c'est possible. Nous faisons des efforts à notre manière, de notre côté, mais nous ne pouvons pas changer les choses. Il faudrait qu'on jette des passerelles entre nous.
Il y a des forces, il y a des groupes, il y a des politiques qui peuvent aider. Mais il faudrait qu'on dépasse ce débat-là. Il ne faut pas le faire dans la haine, dans le rejet de l'autre, mais il faudrait qu'on le fasse dans la construction collective. Dans la construction collective. Maintenant, s'agissant des paliers de pouvoir qui gouvernent, en fait, qui peuvent provoquer un changement dans le pays, vous savez tous, aujourd'hui en Algérie, le pouvoir est centralisé. On n'a pas d'institution crédible. On n'a pas, en fait, d'élus crédibles. Il faudrait d'abord s'assurer qu'il y ait des élections honnêtes, des élections transparentes, pour pouvoir aller dans le changement. Moi, je ne désespère pas de parvenir dans peu de temps à un changement dans le pays. Parce qu'il y a des forces agissantes. Il y a des militants qui croient que le changement va arriver. Le message, notamment de la dernière élection, je dirais de la dernière supercherie électorale qu'a connue le pays tout récemment, est assez révélateur du rejet d'un pouvoir qui n'a aucune assise sociale. Est assez révélateur aussi d'un message aussi cinglant par rapport à ceux qui se sont accaparés de manière illégitime du pouvoir. Vous le savez tous, vous ne l'ignorez pas, que 90% des Algériens ont tourné le dos à la mascarade électorale passée. Ceci est un signe de vitalité, est un signe de rejet de la manière dont est géré notre pays. C'est pour ça que je le dis, que je le répète à chaque fois, il faudrait hâter le changement, mais hâter le changement de manière pacifique, pas violente. Amener ce pouvoir sérieusement, par la négociation, par la discussion, à ce qu'ils se mettent autour d'une table pour qu'on puisse ensemble envisager un avenir meilleur pour notre pays. Maintenant, s'agissant de la Kabylie, vous savez tous que la Kabylie, effectivement, a sa singularité, a sa spécificité, et qu'elle peut se prendre aussi en charge, avec tout aussi comme les autres régions du pays. C'est pour ça d'ailleurs que nous plaidons pour un modèle où les régions auront des prérogatives, auront leur manière de gérer. Effectivement, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas à imposer, par exemple, l'enseignement de l'arabe à ceux, par exemple, qui ne voudront pas de cet enseignement-là. Par exemple, l'éducation islamique, nous qui revendiquons, par exemple, la liberté de culte, je n'ai pas à imposer l'enseignement de telle religion, au dépend de notre religion. Ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons, nous sommes pour la laïcité. Nous sommes pour qu'il y ait une liberté de conscience. Et ceci fait partie de notre programme. Si je dis ça, c'est parce que, tout simplement, au RCD, nous croyons que l'Algérie va, tôt ou tard, aller vers un modèle où les priorités, mais aussi les revendications des régions soient prises en charge de manière efficace par des élus issus de ces régions-là. L'autre avait posé une question par rapport au pôle démocratique face aux islamistes qui perdent l'influence en face des islamistes. Ça, c'est une réalité, effectivement, sur le terrain, mais tout simplement parce que nous sommes face à un pouvoir qui fait tout, justement, pour casser les ressorts du camp démocratique. Et c'est une réalité quotidienne. Maintenant, allez voir, par exemple, les chaînes de télévision, elles sont infestées, y compris les chaînes qui font du sport, qui sont dans le sport. Vous allez les écouter. En fait, c'est des messages carrément islamistes. C'est des messages qui véhiculent en fait une idéologie. Ceci est inacceptable. Par exemple, un parti comme le RCD n'ouvre pas d'arrois. On ne le laisse pas s'exprimer dans les médias. On ne le laisse pas. On leur donne l'ordre. Je le dis parce que j'ai eu à discuter avec pas mal
de patrons de presse, eh bien, on leur ordonne de ne pas donner la parole au RCD, d'étouffer la parole du RCD. Et aujourd'hui, notre seule alternative par rapport à cela, c'est de venir justement discuter avec tout le monde. Nous sommes l'un des rares partis à donner la parole aux citoyens pour s'exprimer. Nous avons été partout. C'est le seul parti qui vient et donne la parole aux autres. Si nous le faisons aussi, ce n'est pas parce que il faudrait qu'on ait une visibilité. C'est pour aussi enlever cette peur-là qui pèse sur le pays, sur les citoyens. Parce que, comme vous savez, c'est un climat de terreur, de peur qui pèse sérieusement dans le pays, y compris chez vous, en fait, dans la diaspora. J'en connais pas mal, des dizaines et des dizaines de citoyens qui ont peur, par exemple, de rentrer au pays. Et ça, c'est inadmissible. Et à chaque fois, j'interpelle à chaque fois. J'espère qu'il y a ici, parmi vous, par exemple, des éléments qui font partie, par exemple, de la représentation diplomatique algérienne. Eh bien, prenez-le. Il faudrait qu'on lève le pied sur cette réparation-là. On ne peut plus gérer un pays comme l'Algérie sur la base d'une réparation. Il ne faudrait pas que les ambassades soient des commissariats. Il faudrait sérieusement qu'on apaise. Il faudrait sérieusement qu'on rassure. Et c'est ainsi qu'on construit des pays, des États forts. Ainsi, nous ne pouvons pas construire un État fort. Il faudrait que nos gouvernants sachent aujourd'hui qu'ils doivent changer. Alors, cette question-là des élus, effectivement, des élus locaux et du niveau des élus locaux, comme vous l'avez dit, c'est une vérité, effectivement. Tout récemment, on a eu à voir en fait une information qui parlait de plus de 800 assemblées locales dont les premiers responsables sont sur le coup de poursuites judiciaires. Pour vous dire la faillite nationale, 800 sur 1500. C'est plus de la moitié. C'est incroyable. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, toutes les institutions sont en panne, sont décrédibilisées. Il n'y a pas très longtemps, le chef de l'État, Tebboune, avait appelé, il avait dit qu'il allait hâter l'organisation des élections locales. Parce qu'il s'est rendu compte, effectivement, que c'est la dépendance totale, c'est la faillite à tous les niveaux. Et si je dis, ce n'est pas seulement les assemblées locales, c'est aussi le même topo au niveau régional et national. Allez voir ce qui se passe, par exemple, à l'Assemblée nationale algérienne, c'est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe. Alors, notre ami avait parlé de lucidité et de sagesse, et du prix des extrémismes. Comment peut-on avancer sans extrémisme? Effectivement, c'est important d'en parler sur cette question-là. Les extrémismes, effectivement, sont un véritable danger. Et si je parle d'extrémisme, c'est en fait des différents courants. Parce qu'aujourd'hui, dans le pays, par exemple, nous sommes sortis déjà d'un extrémisme, celui de l'extrémisme religieux que nous avons vécu des années 90, et certains parmi vous ont quitté le pays par rapport à ça. Moi-même, j'en ai subi cet extrémisme-là de plus près. J'étais d'ailleurs étudiant à l'Institut des sciences économiques, mitoyen de l'Institut de la Charia. C'était à Alger. Et j'ai été victime de menaces, de mort carrément. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs à quitter l'institut où j'étais pour aller dans une autre université, c'est celle de Béjaïa où j'ai terminé mes études. Effectivement, pour construire, pour avancer, il faudrait que l'on mette un terme aux extrémismes. Notre ami tout à l'heure parlait du modèle canadien, avec toutes leurs différences. Et ils ont pu construire des États forts. Ils ont pu construire un Canada avec, dans toute sa diversité, fort
et qui pèse dans le monde. Aujourd'hui, l'Algérie a tous les atouts pour réussir. A tous les atouts pour réussir. Pour peu que l'on se mette au travail, que l'on se donne les moyens. Et se donner les moyens, c'est d'abord de s'accepter tel que nous sommes. On n'a pas à imposer un modèle dans un pays comme l'Algérie. Donc, je voudrais juste rajouter par rapport à la participation aux élections. Hassan, effectivement, le RSD a toujours participé aux élections, mais il a eu à boycotter à 2 reprises. Donc, surtout les élections locales, il y a toujours c'est le boycott qui fait l'exception et non pas la participation. Hassan, nous avons boycotté en 2001. 2002, c'est ça. Donc, suite aux événements de printemps noir, donc il y a 2 années, nous avons fait des élections, alors que l'Aïbad, donc, nous avons boycotté les élections locales. Maintenant, nous avons les partielles, en 2005. Nous avons boycotté parce que le peuple Fadar, donc il demandait un changement radical, donc il y a un changement radical. Pourquoi intégrer les institutions alors que ces institutions ont été rattées de maintenant? Vous avez en face un pouvoir fragile. Un pouvoir fragilisé par le Hirak, un pouvoir qui a perdu toute légitimité et un pouvoir qui n'a plus de cap sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan politique. Donc, même participer à une élection comme ça, c'est perdu d'avance. L'objectif pour eux, c'est d'intéresser le maximum de gens possible à nos élections pour les détacher du mouvement Hirak, du mouvement insurrectionnel qui était des mouvements populaires qui étaient le Hirak. Donc, les élections présidentielles du 12-12 n'ont pas drainé beaucoup de monde. Donc, ils ont attendu l'occasion des élections locales, parce que quand on organise des élections locales, automatiquement, on intéresse beaucoup plus de monde. Maintenant, chaque commune a 2 taoualistes. Donc, vous avez une 60aine de candidats, et s'ils font voter leur famille, donc il y a un taux de participation, il va y avoir un taux de participation. Donc, ils ont joué sur ça pour casser le Hirak. Après, ils ont fait du recrutement, ils ont ramené n'importe qui. Alors que en Algérie, l'ANI, c'est une agence qui gère les élections. C'est vrai que c'était une demande du RCD depuis 2012. Il faut une instance indépendante de gestion des élections. Mais il faut qu'elle soit élue dans le Parlement pour gérer les élections. L'année, elle sollicite la présidence. Donc c'est la présidence qui gère. Je crois que l'année qui font la sélection des candidatures. Donc le SNI, ils peuvent vous valider ou vous invalider votre candidature sans même passer par la justice. C'est un procès voilà, proche du milieu d'affaires. Alors que le dossier c'est-à-dire la justice n'a statut sur votre dossier, et vous rejetez ça. C'est une manière d'éliminer les candidats capables de les gêner, capables de remporter l'élection. Donc c'est une manière d'éliminer. Donc c'est pour ça que nous avons boycotté les élections et Aden. Effectivement, c'est vrai, on a eu déjà à gérer les élections, plutôt dans les institutions. M. Mazouz, nous étions dans la législature et Aden au Khatagi. Mais je fais que l'histoire ils ont essayé de nous imposer un règlement intérieur à l'époque pour exiger à ce que toutes les interventions soient faites uniquement en arabe. Eh bien, c'était M. le Président, c'était M. Mazouz qui s'est levé, et serait le premier à violer ce règlement intérieur. Parce que Tamazight, puisqu'on parlait de Tamazight tout à l'heure, parce que Tamazight, fini, moi-même, j'ai été censuré
parce que dans l'Assemblée nationale, j'ai eu des difficultés, mais j'ai fini par le prononcer. Mais regardez ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a une assemblée? Il n'y a pas d'assemblée, c'est une assemblée qui valide toutes les lois du Parti Civil. Donc, la dernière fois, quand on a aux élections, je vous assure qu'il y a une chaque un militant qui est capable d'apporter quelque chose, capable de les contrarier, ils vont l'éliminer, ils vont lui rejeter le dossier. Nous avons vécu des expériences et effectivement, nous avons travaillé dans le sens d'imposer le débat à l'intérieur de l'Assemblée nationale. L'affaire des 1000 milliards avec Yahya, c'était moi. C'est moi qui l'avais interpellé sur les 1000 milliards. Donc, et puis ils ont vu que nous avons accompagné les opérateurs, nous avons défendu nous on s'est bien battu, on s'est défendu. Pour nous, c'était d'abord faire de la réhabilitation des politiques et du milieu du peuple. Donc, ce qui se passe dans les APC Cadenia, j'ai eu accompagné un opérateur économique qui voulait faire une unité de transformation des fermiers au niveau de la Walaï de Tizi Ouzou. Vous imaginez maintenant, tellement il y a un climat de psychose dans les administrations algériennes, une petite unité, le Wali, ça me dépasse, il ne peut pas décider. Il a que le dossier né, il y a le Conseil des ministres. Vous imaginez le Conseil des ministres qui siège sur une petite unité de fabrication, de transformation des produits. Donc vous imaginez le dossier, donc une décentralisation est urgente. La centralisation de décision coûte trop cher au pays. Donc, est-ce qu'il faut aller vers une régionalisation ou une fédéralisation ça c'est un autre débat. Mais la façon dont on gère le pays, la centralisation de décision nous coûte trop cher et impossibilité un développement dans ce sens. Oui, ça Frère Christine, vous savez, la tacite du Sénat gouvernemental de Canada ont toujours été émerveillés par le modèle Guinée. Mais comment est-ce que vous allez équilibrer tout ça dans le forum 9 de l'adapter à la culture algérienne? Donc, quand même, par exemple, les Algériens, les élus qui gagnent le Parlement, le même modèle algérien, c'est le modèle canadien. Donc il y a quand même une adaptation à faire à mon avis, parce que c'est une question de culture, c'est une question d'histoire d'agriculture, parce que ça s'est construit à travers plusieurs années. Entre autres des exemples, ce que l'exemple de Cheikh Haddous, qui c'est l'administration algérienne. L'administration, c'est comme un délit. C'est pas normal. C'est l'élu qui est le boss. Okay. Que ce soit même si le militaire, même si le ministre de la Défense, c'est un élu. Et qui commande pour de vrai. Le modèle algérien, ça la commune, le wali de la PUI, et puis ils ont le chef du gouvernement, finalement la paix. Donc comment est-ce que ça a un pouvoir d'influence sur ce changement-là pour dire convaincre ne serait-ce que la classe politique algérienne de laisser ce modèle-là est grave. Dans cette réalité-là de comment nettoyer l'appareil algérien du monopole du vrai pouvoir algérien informel qui est exercé par l'administration et bien sûr les voilà, tout simplement. C'est la première question. Deuxième question, vers la réalité que vous avez, où je qui a ce fameux monde les élections, ça a fait fondre. Il y a quelqu'un? Oui, vas-y. Moi, j'ai écrit ma question parce que sinon je vais avoir mes pensées partout. Bonsoir, d'abord, merci d'être ici ce soir et de donner un espace pour le dialogue. Je veux parler avec le cœur parce que je veux dire quelque chose. Je
veux parler de quelque chose qui n'est pas aussi politique, mais aussi profondément personnel pour moi. Moi, je suis né à l'étranger, je n'ai jamais vécu en Algérie, et pourtant, je dis avec fierté et conviction, je suis algérien, je suis kabyle, je suis amazigh. C'est une identité que je porte dans mon nom, dans mon sang, et dans les écrits de mes parents et de mes grands-parents. Mais je sais aussi que je fais partie d'une génération pour qui ce lien s'efface, lentement, génération après génération. Avec chaque nouvelle vie, comment on s'éloigne de notre terre. Ma question est la suivante. Comment votre parti ou tout mouvement qui rêve d'un vrai changement d'Algérie compte-t-il prendre la main de ces nouvelles générations d'Algériens de la diaspora qui n'a jamais mis les pieds à Alger ou qui n'a jamais monté une montagne de Kabylie, moi j'y l'ai fait, et leur faire croire que l'Algérie est aussi la leur. Comment leur faire sentir non seulement une nostalgie d'un pays qu'ils n'ont pas vraiment connu, mais un appel à construire l'avenir, à être fiers de l'avenir, à croire qu'ils ne sont pas des étrangers mais des acteurs à part entière de son destin. L'histoire nous enseigne une chose, aucun grand peuple ne renaît sans l'aide de ses enfants, même ceux partis. Regardons l'exemple d'Israël, grâce à des programmes comme Birthright, j'ai des amis qui sont juifs, qui ne parlent pas la langue, ils ne sont pas religieux, mais ils sont invités à l'âge de 15 ans jusqu'à 22 ans à revenir dans leur pays pour investir, connaître leur culture. Et ces personnes-là découvrent leur terre d'origine, de se reconnecter à leur identité et un jour d'y investir. Pas par culpabilité, mais par fierté et par vision. Pourquoi l'Algérie ne peut pas faire quelque chose comme ça, ou comment peut-on avoir un programme similaire? Merci. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé d'investir. Ça serait vraiment intéressant, seulement l'Algérie d'aujourd'hui, et qui correspond à ma culture que j'ai eue. J'ai quitté l'Algérie depuis environ 15 ans. Et quand j'ouvre la télé aujourd'hui algérienne, il y a une très grande différence entre l'Algérie que j'ai laissée il y a 15 ans et aujourd'hui. Donc je ne pense pas qu'elle correspond aux investisseurs d'aujourd'hui, parce qu'il y a une montée d'islamisation très extrême et un sentiment d'anti-amazigh. Donc je ne sais pas s'il y aura des investisseurs qui seront intéressés d'investir dans une Algérie qui est très islamisée aujourd'hui. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Quelqu'un d'autre? On invite M. Mazota. Alors, la première question qui nous a été posée, c'est comment intéresser les Algériens au modèle canadien. D'abord en vulgarisant ce modèle-là, mais il faut le dire aussi de manière claire que les Algériens ne croient plus aujourd'hui à une construction et un développement aussi avec le modèle actuel, centralisé, qui décide de tout. Aujourd'hui, moi, je sillonne un peu le pays. J'ai été à Tamarasset, dans le Chaouia, dans l'Oranie. C'est tout le monde qui se plaint, notamment de cette gestion-là, autocratique, de cette gestion-là, centralisée. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver quelqu'un en dehors de ceux à qui bénéficie la rente pétrolière notamment, et qui détiennent les leviers de l'État, tous les leviers de l'État, qui vont vous dire qu'il faut en fait maintenir le modèle tel quel, c'est-à-dire vivre dans un modèle aussi centralisé comme celui dont nous avons hérité. Mais il faut dire aussi que la France y est pour beaucoup de choses, dans le fait que ce modèle-là soit maintenu. Allez voir, il y a des États, y compris dans l'Arabie, qui ont une certaine autonomie de gestion dans leur région. Ailleurs, en Europe aussi. Le modèle français est une exception, par exemple, en Europe. Et nous, comme nos gouvernants, on s'attache là avec la France, et ils sont là à pérenniser justement ce système-là. Mais sinon, comment le faire maintenant? Comment faire intéresser les Algériens? Il faudrait aller discuter avec eux. Il faudrait aussi aller dans la proposition. Tout à l'heure, je discutais avec des amis
qui se penche justement sur une proposition dans ce sens que j'ai trouvé justement intéressante. Pourquoi ne pas aller vers des confédérations où chaque État aura sa propre en fait, gestion, aura à gérer de manière décentralisée ses priorités et les attentes de ses concitoyens. En Algérie, comme vous le savez tous, d'abord, on ne nous laisse pas s'exprimer comme on le fait aujourd'hui. Vous savez, on a déposé tout récemment une demande pour organiser un meeting à Alger. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore. Je dois rentrer le 24 pour animer le meeting à Alger. Jusqu'à maintenant, ça fait un mois que nous l'avons déposé. Jusqu'à maintenant, aucune réponse. Ils essaient de nous traîner d'une administration à une autre. Et d'ailleurs, on en a fait jusqu'à maintenant 3 demandes sur Alger Centre. Et aucune d'elles, jusqu'à maintenant, n'a connu d'aboutissement. C'est pour vous dire, Yanni, vous mettre au courant des difficultés que nous rencontrons en tant que parti. Mais si c'était d'autres partis politiques, des partis politiques soumis, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, la classe politique algérienne, pour la majorité, est une classe politique aux ordres, soumise, qui est déconnectée de la réalité et qui n'est là que pour, justement, des intérêts étatoires. Des intérêts étatoires. Maintenant, pour pouvoir intéresser les Algériens, il faudrait aller vers eux, il faut discuter. Et il faudrait aussi ouvrir des canaux d'expression en dehors de ceux que le pouvoir nous refuse. Il faudrait qu'on invente d'autres moyens. Maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, aujourd'hui, notre communication, notre rencontre peut être diffusée un peu partout et tout le monde peut suivre le débat que nous menons aujourd'hui. Ailleurs, ce n'est pas possible en Algérie, mais moi, je suis convaincu que si chacun de nous fait l'effort justement de vulgariser cette question-là, on pourrait y parvenir. Parce que le pouvoir algérien est actuellement sérieusement isolé. Il ne capte plus. Il ne convainc plus. Le peu de personnes qu'il convainc font partie de sa clientèle à qui la distribution de la rente bénéficie. Et maintenant, sur cette question de l'utilisation du français comme d'autres langues, moi je revendique le français comme étant une langue aussi qui devrait être enseignée et sauvegardée dans notre pays, comme d'autres langues aussi, comme Tamazight, l'arabe, dialectal et autres. Là, il faudrait aussi défendre ça. Il faudrait lutter justement pour sa préservation. C'est vrai que le pouvoir aujourd'hui fait tout pour effacer cette langue-là, or que la plupart de nos compatriotes, notamment ceux établis aussi à l'étranger, on en fait leurs études en langue française. Moi, que vous voyez ici devant moi, j'ai été victime de l'unicité linguistique à l'école. C'est l'arabe. Mais heureusement que je suis issu d'une région qui fait en sorte que l'on s'ouvre vers d'autres. C'est pour ça d'ailleurs qu'on arrive à discuter, à se parler, y compris en français, comme aussi j'en parle en arabe, c'est-à-dire je ne vois aucun inconvénient à ce que je m'exprime aussi en arabe lorsque des questions me sont posées en langue arabe, comme aussi ستمازيغ كينين او فين ثلاث اما تمازيغ اما تعرب اما تعرب اما تيغنيزيت او فين هذا سؤال كان ستي الا قدر النادى فكن الا انفك تساوي هي الامزدا تموت الجزائر يوكن هذا المذن لي لونغ النظام الساكن اذا يستعمل مره l'arabisation atteint presque tous les niveaux. Aujourd'hui, justement, parce que tout à l'heure, j'ai pas répondu à la question de et effectivement, il y a l'académie de Mazia. Elle a été intégrée dans la Constitution en 2016, ce bout de fliquant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, mes élites, elle n'est pas encore instaurée.
Et ça, c'est inadmissible. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai interpellé le chef de l'État sur cette question-là, y compris sur l'utilisation de la langue. Et pourquoi, par exemple, Tebboune ne s'exprime pas cette mazia? Donc, il t'sawid là quand t'aqchish tenni, on a داسك un bouquet de fleurs, c'est une d'adresse, c'est mazia, c'est arabe, c'est l'anglais. Non, il faudrait faire l'effort aussi, parce que t'es mazia, son site, eh ben, il se revendique كذا mazia. Mais pourquoi ne pas parler en tamazight? Pourquoi ces différents ministres ne parlent pas en tamazight? Maintenant, allez par exemple, y compris les pages de la PUI, de la Wilaya, c'est incroyable ça. Un wali, هذا يهضر كي دي ثمور القبايل هذا يهضر ستار من وين كي يفهم يما واش فهم اذا بابو تفهم ماشي كاينين كتشيني ثورا غادا الصاد tu vas m'imposer à t'écouter sans te comprendre سواء اللي ثورا هذا كاين اللي كندا chacun يقول يهضر الصونغلي يهضر السترومي يهضر. Et ça, c'est une richesse. Au lieu que l'on comprenne bien, toutes ces langues-là sont une richesse pour notre pays, on fait en sorte à ce que l'on stigmatise telle région et sur l'autre. Et ça, c'est inacceptable. Il faudrait qu'on fasse l'effort, effectivement. Est-ce que l'on accepte ces langues-là? Est-ce que l'on accepte la diversité culturelle? Parce qu'il faut le savoir, moi qui ai sillonné beaucoup de régions dans le pays, je sais la prise de conscience qui est notamment dans beaucoup de régions. Que ce soit au sud, que ce soit dans le Chaouia, tout récemment j'ai été dans la région de Chaoui, de plus en plus de Chaoui parlent dans le Chaoui. Ils sont fiers, parce qu'à un certain moment, ils ont tout fait pour casser, pour effacer la culture Chaoui. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a une prise de conscience. Et d'ailleurs, nous avons une secrétaire nationale dans notre exécutif qui est de la région Chaoui. Et allez voir, par exemple, ses interventions, allez voir son profil Facebook, et vous allez vous rendre compte qu'elle fait beaucoup d'efforts, justement. Et c'est de cela que nous avons besoin. Vous allez dire, تستخدم مثل مزيغ تسلم مثل مزيغ تسوالي غدا كي تورا ذاي في كندا بوكو داسوسياسيون صغارين ذا مزيغ اتصل دريالاش صغارين ذا مزيغ والله حتى ديرنييرمون avec معرس كندوس monsieur Hani Zahir, on a été voir une école de musique, une école qui valorise la culture algérienne dans toute sa diversité. Ça nous a fait énormément plaisir d'écouter ces enfants-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu ce lien-là avec leur pays. Et c'est ce qu'il faudrait faire. Il n'y a pas très longtemps, un ami me parlait justement de la réussite de beaucoup d'étudiants d'Algériens ici. Parce que ceux qui apprennent notamment beaucoup de langues réussissent mieux. Et ceux qui sauvegardent notamment leur langue maternelle réussissent mieux que d'autres. Il faudrait que le gouvernement aussi comprenne qu'il faudrait que l'on soit fier de notre diversité culturelle, au lieu de casser, au lieu d'effacer. Eh ben, le dernier intervenant, justement, avait parlé de quelque chose, effectivement, et qui fait mal. Parce qu'effectivement, comment intéresser la nouvelle génération, notamment de la diaspora, à garder ce lien-là avec le pays. Moi j'ai sérieusement peur, notamment dans ce climat-là de répression qui pèse notamment sur beaucoup de gens, effectivement, que ces jeunes générations ne soient plus, perdent ce lien-là avec le pays, parce que leurs parents, pour la plupart, ont su garder ce lien-là, retournent au pays, et ce n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes, mais il faudrait qu'on fasse l'effort, notamment les familles, qu'on fasse l'effort justement d'intéresser notre jeunesse justement
à cet attachement. Parce que si vous perdez l'attache avec votre pays, surtout que nous sommes dans une conjoncture où nous avons sérieusement besoin de cette diaspora. Si je le dis, c'est parce que nous en avons sérieusement discuté entre nous, nous en avons fait le constat que la diaspora peut apporter énormément, parce qu'on les a vus réussir partout. Et si nous avons d'ailleurs tout fait pour que le premier responsable de l'immigration ici au Canada soit un ancien maire, je parle de M. Henrik, je remercie d'avoir pour avoir organisé ces rencontres-là. Il était un ancien maire et je l'ai tout le temps encouragé à s'impliquer. Que ce soit par exemple dans les institutions ici, mais aussi par exemple pour ne pas représenter cette immigration, la dynamique, pas représenter le Parlement algérien. Parce que comme vous le savez tous, vous êtes représentés, probablement vous n'avez jamais connu ces députés-là, mais officiellement, notre diaspora est représentée dans le Parlement algérien. Mais il y a une autre ici, qui est pour vous ne rien vous cacher, y compris les ministres actuels du Sénégal. Tellement ils ont cassé tout dans le pays. Allez en Algérie, il y a le Premier ministre du Sénégal. Il ne connaît pas. C'est une réalité. Ils se sont accaparés de tout. دي لا شام تلفزيونية التبون سنسيت التبون كرتسفان هذا التبون بعد ولاش يونوري زريم alors là les débats السنة درصات كاين يديروا الكرا les wilayas jamais بالك هذا ولا نيشو bien chiquia. C'est pour vous dire que dans le pays ils ont tout dépassé, ils ont cassé tous les ressorts de notre pays. Il faudrait justement que l'on fasse l'effort de conquérir des espaces là où c'est possible pour pouvoir justement vulgariser nos projets et nos programmes. Il a soulevé un problème aussi épineux et important, c'est l'investissement. Maintenant, dans la diaspora, on a eu à voir justement des opérateurs économiques qui ont bien réussi ici même au Canada. Et pour certains qui nous ont fait visiter leurs unités, je ne sais pas pourquoi, dans notre pays, ils ne font pas l'effort justement pour capter ces énergies-là, ces investisseurs, ces opérateurs économiques, qui peuvent aider sérieusement notre pays. Aujourd'hui, allez voir par exemple l'apport des IDE, des investissements directs étrangers dans notre pays. Ils sont insignifiants par rapport notamment à nos voisins, le Maroc, la Tunisie et les autres pays. C'est pour vous dire que tout a été cassé. À un certain moment, les IDE étaient un peu plus importants. Mais aujourd'hui, ils sont quasiment nuls. C'est parce que tout simplement, on ne rassure plus. C'est parce que tout simplement, on ne donne pas l'exemple en aidant, par exemple, nos opérateurs économiques locaux. Aujourd'hui, vous savez tous, les opérateurs économiques dans notre pays, ils les ont cassés. Ils leur font peur. Elle est considérée comme économie à risque. D'ailleurs, effectivement, c'est une économie effectivement à risque. Il suffit. Vraiment, أنا تسوي هاشتاقين تسوي هذا الحال، تسوي هذا الحال هي ولاد ياس، إيوا كن هذه يبنوا هذه عيوان، كشي هذا ترزط. Le jeune Guinéen qui vient d'intervenir, il aimerait bien justement, avec tous ses bagages et autres, il aimerait bien investir dans le pays. Mais on ne lui donne pas cette opportunité, on ne lui facilite pas l'accès à l'investissement dans son pays. Au moment où, par exemple, on va aller chercher, après les Qataris et après les autres opérateurs pour les inciter à investir. Et puis, vous savez tous, notamment ces pays-là dont je parle, ils viennent investir, c'est pas pour votre bien. Allez voir ce que font comme dégâts, notamment les Émiratis dans notre pays. Ils se sont accaparés, par exemple, des ports algériens. C'est eux qui les gèrent. Le tabac. Le tabac. En fait, on a offert des leviers entiers en termes d'investissement et leviers économiques aux mains de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Il faudrait qu'on reconsidère tout ça. Des fois, c'est des ports de souveraineté. Des ports de souveraineté, exactement. Il faudrait reconsidérer tout ça et penser à agir autrement. Je vais juste rajouter un mot.
la diaspora. La plupart de l'élite algérienne quitte le pays. Donc, nous avons pensé à créer l'instance Segui pour rester en contact permanent avec notre diaspora. Et surtout pour leur donner un cadre pour exercer de la politique, même maintenant, c'est-à-dire sur un bureau de Montréal. Donc, c'est pour permettre à notre diaspora de militer. Donc, la situation géopolitique sur le plan international, l'Afrique, c'est le continent le plus convoité en ce moment. C'est la rue vers l'Afrique. Les grandes puissances se ruent vers ce continent parce que c'est le continent qui reste vierge et qui reste riche sur le plan minier et surtout qui se développe sur le plan démographique. Donc, c'est que l'Algérie occupe une place importante en Afrique. L'Algérie est incontournable de l'Afrique. Et l'Algérie, il suffit d'une petite volonté politique, on peut reprendre c'est-à-dire elle peut se développer. Il y a l'économie entière à Guinée. Un pays comme l'Algérie, ça crée à l'extérieur parce que c'est quelqu'un fait le pétrole et le gaz. Donc, un pays évidemment, ça a l'avenir, il n'y a pas d'avenir dans les énergies, l'avenir est dans la compétence. Donc, la diaspora algérienne est incontournable. Si elle veut rivaliser avec les puissances régionales, elle est obligée de faire appel à sa diaspora. Les gens qui ont fréquenté les écoles occidentales, ils sont mis au niveau mondial, ils se sont perfectionnés. Donc, c'est la situation qui va imposer la diaspora. Donc, ils seront contraints de faire appel à cette diaspora. Maintenant, comment intéresser cette diaspora? Notre diaspora, donc il suffit de susciter, il suffit de créer les conditions, de créer l'intérêt, mais le cadre algérien, donc c'est ça le rôle des représentations diplomatiques. Un peuple qui est libre, il leur fait peur. Parce qu'un peuple qui est libre, il finit toujours par demander des comptes, demander des droits, demander des élections réelles. Quand vous faites les RCD, vous les boycotter. Et vous faites un très très grand travail, qui va être reconnu peut-être pas maintenant, mais dans la vie plus tard. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on boycotte, parce que c'est des élections Donc, la conclusion, qu'est-ce que je dirais? Un vrai dirigeant, il aime son pays. Pour moi, ces dirigeants-là, ils n'aiment pas leur pays. C'est ça la différence. Parce que nous, ils disent on n'aime pas l'Algérie. C'est pas vrai. Moi, je trouve que les RCD aiment son pays. Ils travaillent pour le pays. Ils travaillent pour le progrès du pays. La liberté, ça veut dire progrès. Maintenant, la question, que faire face à un régime autoritaire si on veut vraiment que son pays progresse? C'est ce que vous faites, c'est votre programme final. C'est juste nous dire à nous, devant un régime autoritaire avec tous les points, et on sait pourquoi ils ne veulent pas qu'on progresse. C'est tout, c'est simple. Parce que c'est dangereux pour eux. C'est quoi l'alternative? Même le Hira qui n'a pas fonctionné. زوج الأول تزورا بين الناس حمد وسوق الناس من معزوز عسلامة الرجال كندا. Sincèrement, je vous trouve très audacieux. À quel soir je viens de vous osez quand même dénoncer le régime canadien, la violence des droits de l'homme, même si vous êtes passé un peu brièvement en place. Mais ici, je trouve que c'est très audacieux. En même temps, vous parlez sur le modèle canadien, c'est encore plus audacieux puisque j'en connais des camarades à vous
des anciens camarades d'Abou Mouda à payer les frais juste après avoir parlé de la Kabylie, du statut de la Kabylie. Donc dès qu'il fait sur la queue, bon, je me permets de citer son nom parce que c'est un personnage public. C'est un camarade d'Abou qui paye actuellement les frais, ses positions politiques anciennes ou nouvelles. J'espère que j'espère que vous ne serez pas réprimé. Parce que le régime qui est c'est la réparation. Toute voix discordante, il sera réprimé. J'espère que ce ne sera pas votre cas, que vous avez des stratégies, des mécanismes pour vous défendre et de protéger probablement vos militants. Parce que au moment où je me souviens bien qu'en 2016, j'étais militant du MAC. Comme on était la DIC, c'est nous qui encaissons les coups. Donc pendant que les autres partis politiques, ils permettent quand même d'essayer d'arracher des trucs sur le régime algérien, parce qu'ils essaient comme de diriger voilà, la voie extrémiste, etc. Au moment où ils essaient de négocier avec le régime, c'est très bien comme stratégie. Parce que je vois que le RCD a parlé, M. Ahmed Mazouz a parlé de l'extrémisme religieux, de l'extrémisme religieux. En parallèle, sans le nommer, je voulais faire allusion à l'extrémisme identitaire. Est-ce que votre rôle, c'est de combattre l'extrémisme identitaire, de diriger le vecteur de l'extrémisme identitaire vers le véritable ennemi? Parce qu'à personnellement, je me permets de dire que je suis kabyliste, mais je n'écarte pas la voie des solutions qui permettent d'assurer une certaine pérennité démocratique. Est-ce que votre rôle, c'est de combattre cette voie? Non, votre rôle, c'est de diriger la voie le vecteur de cette énergie contre le régime que nous considérons comme étant un ennemi commun. Donc, en même temps, le RCD كثورة يدكتموا غالينس في حالات التداوير أما بتيزي وزو أما بالكايو ذي فيروس ذي بومارداس أموا ذي مناطق قبايل هاد ثمور قبايل بغايت أما غالين ويب أسك صراحة نخدم أسارك لينا أسك نخدم دي كونفيرونس ديبار كوم سو في الطون باسكو جو في من داريس التداوير سي لا où la culture politique foisonnée. Est-ce que c'est le cas à Katora? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites réellement pour trouver une solution? En même temps, vous portez la voix de du régionalisme positif. La régionalisation. Si jamais j'espère que le régime algérien il ne pourra pas avancer, il sera contraint à adopter la voie. Est-ce que vous vous êtes préparé? Est-ce que le régime vient négocier avec vous et qu'il ne va pas pervertir l'idée, soit la régionalisation? Est-ce que vous vous êtes préparé à ça ou pas? Je vais finir encore une fois sur il y a 800 élus qui ont des affaires en justice à Kafoura sur 1500. Ma question, est-ce que c'est des affaires du droit commun, ou des affaires politiques? Parce que personnellement, je connais des élus qui sont intègres, qui sont interdits de sortir du territoire, juste parce qu'à un moment donné, ils ont osé adopter des positions politiques. Bien sûr, je parle de l'épisode de 2019 jusqu'à ce jour. Puisque vous incarnez une nouvelle génération, une nouvelle façon de faire de la politique, et continuez à tenir. Cette fois, c'est une question d'ici, parce que ça touche directement le RCD. Lors des dernières élections
municipal, on a vu l'émergence d'un mouvement, des listes électorales qui sont des dissidents du RCD. Donc ils portent même un nom et ils siègent actuellement au niveau de la bureau. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va y avoir la création d'un RCD bis? Je voudrais juste avoir votre... Je sais qu'il y a des choses qui se passent actuellement là sur les médias avec certains partis de l'ancien RCD, avec... bon, Merci. je ne prends pas grand-chose, mais qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on n'a pas entendu vraiment votre avis sur ce mouvement-là. Est-ce qu'il va être votre... en général, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est notre. Donc, la Merci. Il n'y a pas eu cette question. Je voulais avoir une parlant, signifiant le bureau franco-arabe. Je voudrais m'en débarrasser, mais j'assume. Ça, c'est le premier point. On vous remercie aussi pour vos positions déclarées. Vous avez assumé par rapport aux indépendantistes. Vous avez dit qu'ils ne sont pas des terroristes. Nous reconnaissons ça. Vous avez dit que vous avez soutenu les prisonniers politiques. Vous avez dit que pour participer au dialogue, il y a trois conditions, c'est la libération des prisonniers, etc. Donc, on vous reconnaît ça. Donc, je suis militant du MAC, actif et j'assume. Alors, qu'est-ce que vous direz de la Constitution algérienne qui a les 3 points que je vais vous citer, et comment modifier ces articles? L'Algérie terre arabe, qui est un mensonge. Islam, religion d'État. Et langue arabe, langue nationale et officielle, moi et beaucoup de personnes migrent en base. C'est de la poudre aux yeux. Alors, une autre question, c'est comment démocratiser les Algériens? Comment? Est-ce que vous avez un élixir extraordinaire pour démocratiser les Algériens? Dans la jeune femme, ils ne vont jamais te parler de leur démocratie. D'abord, c'est menace confort. Donc, comment voulez-vous vivre avec ces gens-là plus tard? Alors, le troisième point, moi je pense que l'Algérie passera obligatoirement par un gouvernement islamiste. Les généraux qui sont en fin de carrière, fin de vie plutôt de carrière, négocieront leur sortie calmement, tout en gardant leur privilège et leur compte bancaire. Ils vont négocier avec les islamistes. Ils ne vont jamais négocier ni avec les Kabyles ni avec les démocrates. Ils vont négocier avec les islamistes pour leur laisser le pouvoir. Alors, dès qu'il a les formules néo-fédéralisme, régionalisme, autonomie, nous aurons toujours un bon 6 millions par an, un chéri, 4 millions par an. Dans ces formules-là, on n'est pas libre. On va revenir à la même chose. Par contre, l'indépendance de la Kabylie et l'indépendance d'autres régions plus tard serait pour nous la meilleure solution. Je vais parler un petit peu des investissements, soit locaux, soit étrangers. J'ai vécu une expérience. En 2003, il y avait 9 femmes, les SAR devaient augmenter leur capital social à 100 milliards. On pouvait créer une salle, à l'époque, 25 000 dinars, 30 000 dinars. J'étais dans une salle, en 2003, j'étais avec un riche, un grand riche de Rouiba, M. Berkan, Ramelek de Rouiba. J'étais associé à Koudes avec cette somme. Après l'investissement, c'est lui, tu vois, je suis chimiste. En 2003, les députés ont proposé l'augmentation du capital de 100 milliards. Le Cognac, on s'est précipité à modifier les statuts. France, l'entreprise aura la carte directeur d'entreprise, mais je n'ai aucune part sociale dedans. Le monsieur, il est milliardaire, et il a même mis un milliardaire et tout. Parce qu'il sait, le CRH, je ne peux pas suivre.
3 mois après, les sénateurs, la deuxième chambre, ils ont refusé le projet. Mais Guinée, j'ai perdu. Donc qui aura confiance maintenant d'investir dans ce pays alors que les lois changent par humeur, sans plus? On ne peut pas. L'année l'affaire de GDRO, que monsieur a évoqué, c'est vrai, j'ajouterai de l'or à votre moulin. On a créé un processus d'extraction du quartz. Le quartz, c'est la silice. Il représente à peu près 65% dans la fabrication du verre. On avait même l'ambition d'aller vers la fabrication du panneau solaire. J'ai été dans la région d'Algérie, j'ai trouvé 2 gisements pour les exploiter. Ils appartiennent au général. Un troisième appartient à un sénateur. J'ai arrêté le projet. On devait exporter 280 tonnes en Espagne, Schmitt à Espagne, chaque mois. J'ai tout arrêté, c'est moi qui ai arrêté ça. J'ai entamé le dossier pour le ministre. Voilà, j'espère qu'il y a des informations utiles, en même temps j'attends des réponses. On va prendre la dernière question, puis on va poser une question. Elle va répondre à non, posez une question, puis il va répondre. معليش أسف لو أنا نشوف يسونا تدرسنا Ottawa, bravo, je vous dire chapeau le fait que vous avez défié Agabou Zayer, Famed, j'espère, ou la Chicharo Nouran, Malfouralem, je suppose que les deux sont venus de là-bas. Donc mes questions seront vraiment très simples. Zram, le climat, le système canadien Mchiga, on a la chance en Kabylie d'avoir un mouvement qu'on appelle le mouvement extrémiste dans le bon sens du terme, un mouvement kabyliste qui revendique l'indépendance de la Kabylie. Est-ce que le RCD joue son rôle des partis, comme les partis québécois, le Parti libéral qui est fédéraliste, en s'appuyant sur les indépendantistes, il y va à Ottawa pour arracher les intérêts du Québec. Ils le font vraiment, en leur disant, regardez, si vous ne nous donnez pas les intérêts ces intérêts, si vous n'acceptez pas ça pour les Québécois, le Parti québécois va l'avoir. Et ça a marché tout le temps comme ça. Regardez le Québec où est arrivé. Est-ce que le RCD joue ce rôle ou se contente de taper sur les indépendantistes? Et vous devez voir ça comme une chance d'avoir un mouvement extrémiste qui tire vers l'extrême et vous y allez chercher des acquis. Okay, ça c'est la première question. Deuxième question, concernant, quand vous êtes un parti légal qui concernant les Istéens, dites-nous qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrecarrer ça. Par exemple, est-ce que vous avez été voir Oulhlou, par exemple, dans son malheur qui a été emprisonné à l'air libre depuis plus de 3 ans? Moi, je me souviens, en 2001, on a été arrêté à Alger, emmené au commissariat pendant plus de 18 heures. Il y avait les députés de RCD qui sont venus nous voir. Est-ce que vous allez bien? Je me souviens bien de Majid Boukrif, etc., qui est venu se renseigner comment on va, etc. Et vous, est-ce que vous faites ce travail d'y aller voir ces gens-là, de les aider s'il faut, de porter cette affaire devant la justice, de l'aider, je ne sais pas, d'une façon ou d'une autre, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Et la dernière question, j'espère que vous allez l'accepter. On m'a invité pour venir un peu très tôt ici, mais quand j'ai vu la conférence de Maureen, en tous les cas, je suis venu pour vous soutenir, pour vous dire bravo. Et bravo, même parce que c'est une réunion de RCD, on doit laisser les gens de RCD poser des questions et travailler tranquillement. Donc je ne peux pas venir d'avance. Et la personne m'a invité, m'a dit s'il te plaît, viens, etc. À la fin. Pour la simple raison, j'ai écouté ce qui s'est passé à Montréal. Pas uniquement le drapeau, ça c'est votre droit, vous êtes un parti algérien. L'hymne national, l'ambassadeur d'Algérie n'a pas osé faire ça. Je vous informe que l'ambassadeur d'Algérie organise un contre les meilleurs à Ottawa, à Gatineau. Parce qu'il y a une association ici à Ottawa qui s'appelle Akawash, il organise un meilleur. L'ambassadeur d'Algérie, par le biais d'une association affiliée à la sécurité militaire SMDRS, qui s'appelle l'Amicale des Algériens du Canada,
qui est une création qui est vraiment, c'est comme l'amicale des Algériens de l'Europe, de l'époque SM, donc qui est une association gérée par des gens des DRS qui viennent ici devant nous organiser le même jour, etc. Là, avec l'ambassadeur, ils n'ont pas osé diffuser l'hymne national au début de leur événement. Le RCD l'a fait. Oui, c'est bien parce que vous êtes un parti algérien, mais depuis, je ne sais pas combien votre existence, depuis 25 ans, est-ce que vous avez osé, au moins, payer quelqu'un pour interpréter cette chanson et mettre la même musique? Traduire vraiment mot à mot, puisque vous croyez vraiment en une Algérie, comment on dit, arabe et amazigh, qui a reconnu Amazigh. Pourquoi ne pas le défier le pouvoir? Non, Farmé donner des Amazigh est national officiel. Il y a le au Canada, il y a l'hymne. Au Canada, c'est les deux. Voilà. Merci. Merci. Alors, il y a plusieurs questions auxquelles je dois répondre, mais je vais essayer d'être un peu plus bref, concis dans mes réponses, et vous m'excuserez pour ça. S'agissant de la liberté, la première question de la liberté et de la mort du pays, et comment faire face à un régime autoritaire. En fait, face à un régime autoritaire, il faudrait se mobiliser. Il faudrait se mobiliser, il faudrait s'unir, il faudrait qu'on cherche ce qui nous rassemble d'abord, avant de chercher ce qui nous désigne. Moi, je suis convaincu que ce pouvoir-là est sérieusement acculé, finissant. J'avais parlé tout à l'heure du message de la dernière élection. Il est assez frappant, il est assez significatif du rejet que portent les Algériens au régime algérien. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour mobiliser les Algériens autour de cette élection-là. Mais ils n'ont pas pu. 90% des Algériens ont tourné le dos à ce pouvoir-là. Il a compris ceci. Allez voir, par exemple, le premier discours de Tebboune. Comment la panique a sérieusement gagné le pouvoir algérien. Et c'est une réalité. Parce que probablement ici, vous ne le vivez pas comme nous le ressentons là-bas, mais ils sont sérieusement affaiblis. Ils sont sérieusement affaiblis. Ils savent qu'ils sont dans le tort et qu'ils n'ont pas raison. Les choses, avec plus de fermeté. Parce que nous savons pertinemment qu'il ne faut pas baisser les bras face à cette pouvoir. Il ne faut jamais céder. Il faut oser. Il faut dire la vérité. Moi, je me dis tout le temps, c'est dommage que d'autres ne le font pas. Parce que si sérieusement nous pouvons créer les conditions de conjugaison des efforts, on aurait pu sérieusement se débarrasser de ce régime. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas une classe politique crédible, on n'a pas une classe politique consciente de l'impérieuse nécessité de se débarrasser de ce régime. J'en discute avec les autres chefs de parti. Que ce soit avec le FFS, avec l'UCP, avec le PT. Mais vous savez, on ressent lors de nos discussions certaines difficultés, ou certaines peur chez eux. Vous savez, imaginez-vous, y compris lorsqu'on va par exemple pour rédiger un communiqué, pour dénoncer certaines choses, dénoncer la répression, les arrestations arbitraires, dénoncer les atteintes aux libertés. Ils seront d'accord de se réunir avec vous, de prendre des photos, mais au moment de rédiger un communiqué sanctionnant par exemple les discussions, il ne faut pas que le mot répression apparaisse. Il ne faut pas que le mot atteinte aux libertés apparaisse. Comment évoluer avec ces gens? Il faut les comprendre.
On n'a pas le même intérêt, on n'a pas le même objectif. Et nous évoluons ainsi. Mais je le dis, aujourd'hui, nous pouvons évoluer dans un autre cadre, avec des organisations autonomes, avec des organisations qui savent sérieusement ce qu'ils veulent pour le pays. On veut, nous réunissons avec pas mal de personnes, dans des groupes de réflexion, dans des groupes comme ça, où on discute sérieusement des perspectives à venir. C'est vrai que c'est difficile, notamment pour le RCD, parce qu'à chaque fois que vous invitez des personnes dans votre siège, on vous épie, on vous met ceux qui vont vous servir juste à côté, mais nous osons, mais avec des risques, avec beaucoup de risques. Et un ami tout à l'heure parlait de l'audace, et c'est justement cette audace-là, nous prenons justement notre courage, et nous faisons en sorte à ce que l'on fédère des énergies pour pouvoir avancer. Et alors, maintenant, s'agissant de cette question-là d'extrémisme, vous avez parlé d'extrémisme identitaire. Je crois que, il faudrait d'abord voir le modèle canadien. Le modèle canadien, comment ça? C'est-à-dire comment il y a cette acceptation de vivre ensemble. Moi aussi, je ne voudrais pas que cet extrémisme-là, identitaire, apparaisse. Parce que sinon, vous allez froisser, vous allez en fait aussi faire mal à l'autre. C'est-à-dire il faudrait qu'on s'accepte comme nous sommes. Sinon, c'est parce que cet extrémisme identitaire-là, il peut aussi être un danger, y compris pour ceux qui appartiennent à Tamazight. Parce que je le dis pour justement parler de Tamazight, l'Algérie est Tamazight. Je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises. L'Algérie, avec sa diversité culturelle, que ce soit le Chaoui, le Mzab, le Tergui, le Kabyle, le Chénoui, ceci, c'est des composants tamaziens. Et heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des chefs d'État, à l'image disons-le, Bouteflika, il a dit que l'Algérie est tamazienne. C'est bon. Tout récemment. Il se revendique d'ailleurs d'être un Amazigh, issu d'une tribu amazienne. Mais il faudrait maintenant que l'on fasse l'effort, justement, de doter les Amazighs taguiniens de moyens. Vous avez parlé, justement, de cette. Comment on appelle ça déjà? De l'Académie berbère. L'Académie berbère devrait, normalement, être consacrée, être mise en œuvre pour aider justement à la promotion de la langue et de la culture amazigh. Mais aujourd'hui, rien n'est fait. Maintenant, s'agissant de l'université, de l'état de l'université, c'est pas ici qui a posé cette question-là. Effectivement, l'université, ce n'est plus l'université que vous avez connue. Pour l'essentiel, brisé dans ses ressorts, dans ses initiatives et dans son organisation aujourd'hui, on n'accepte même pas ce que quelqu'un vienne donner une conférence sur des thématiques qu'il n'accepte pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'essentiel de nos étudiants aujourd'hui ne pense qu'à fuir. Allez voir le sondage qui a été fait à l'université de Béjaïa. Lorsqu'on essaie de déstabiliser leur parti et d'organiser un putsch de l'intérieur, les militants réagissent et essaient de préserver cet outil-là de lutte. Tout à l'heure, je parlais avec des amis pour dire que le RCD, ce n'est pas seulement un parti. C'est un outil de lutte qui est entre nos mains, qu'il faudrait préserver. Là où il y a un outil de lutte qu'il faut préserver, il faut le préserver. Parce qu'aujourd'hui, au sommet de l'État, ils font tout pour casser les ressorts dynamiques du pays. Ils ont fermé, y compris les cafés d'intérieur, les associations. Aujourd'hui, créer une association du village relève des miracles. J'ai été président des comités de village. C'était plus facile. C'était plus facile avant qu'aujourd'hui. J'ai présidé un comité de village pendant 2 mandats. Et on avait la liberté d'agir, de faire des initiatives. Mais aujourd'hui, c'est difficile.
au lieu que ces partis politiques-là, qui foisonnent, prennent la défense justement de leurs concitoyens, prennent la défense justement de cette liberté-là de création d'associations et de défendre justement ces organisations, parce qu'ils veulent justement casser toute organisation. Aujourd'hui, les atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'organisation, à la liberté des médias, est un souci, doit être un souci de tous, de toute la classe politique. Mais dommage, on ne retrouve souvent que le RCD pour... Est-ce que vous considérez ça comme un problème interne sérieux? Parce que ces derniers temps, on voit il y a tout un débat sur ce qu'on appelle hashtag sadiste. Est-ce que vous voyez que c'est un problème pour l'organique du RCD? Non, ce n'est pas du tout un problème, mais ça n'influera absolument sur rien, sur le fonctionnement du RCD. Le RCD, ce n'est pas Mohamed Mazouz. Et ça ne peut pas être Mohsen Ben Abbas ni Saïd Sadi. Le RCD, c'est des instances. C'est des instances libres. C'est des instances qui ont un mandat issu de la base. Et plus personne, je vous le dis, et je vous rassure, et je rassure aussi les autres, y compris ceux qui veulent se positionner comme adversaires du parti, je leur dis une chose, le RCD est imperturbable. Personne ne pourra nous déstabiliser. Tant qu'il y aura des militants intègres, des militants déterminés, des militants qui croient en la lutte. Alors, oui, l'islam est religion de l'État. Algérie, arabe et Tamazight. Je me suis exprimé à plusieurs reprises sur cette question-là. Vous savez, cet islam comme religion de l'État, moi, sérieusement, je m'oppose à cela. Mais maintenant, cette constitution est adoptée avec ce triptyque, mais aussi cet islam-là. Mais au sein du RCD, nous le disons dans notre programme, nous sommes pour la liberté de culte. Et dire qu'on est pour la liberté de culte suppose que toutes les religions ont leur place. Mais sous le principe de laïcité, elle ne doit pas s'immiscer, s'ingérer dans les affaires de la cité. Si je vous dis ça, moi cet exemple-là, je l'ai vécu de près. J'ai été président du comité de village. Le village s'est doté d'un conseil. On a notre propre caisse au village. Et un jour, on nous envoie un imam. Il arrive. Non, c'est moi qui va gérer cette caisse. Et ben, on s'est débarrassé de lui. La semaine d'après, il s'est retrouvé ailleurs. Parce qu'il s'est retrouvé dans une société, dans une Kabylie, où la religion ne doit pas s'immiscer. Et il a fini par quitter. Un autre imam est venu et il s'est installé. Mais hors de question qu'il s'implique dans la gestion des affaires du village. Comme le cas de votre militant dont il a affaire Majid Chachi. Oui, Majid Chachi, effectivement, oui. Oui, effectivement, Majid Chachi, qui est membre du Conseil national du parti, effectivement, a été poursuivi justement par des islamistes. C'est pas le village, comment il s'appelle? Eh bien, nous l'avons soutenu, mais vous savez tous que la justice, elle est là. Elle, souvent, elle se déploie, elle essaie d'aider ces islamo-conservateurs, ces islamistes, à chaque fois. Et d'ailleurs, je déplore, il a écopé d'une condamnation. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons céder, nous allons baisser les bras. Nous allons continuer ce combat-là, quel que soit le pays à payer. Alors, gouvernement islamiste, le risque d'un gouvernement islamiste, vous savez, le risque est sérieux. L'Algérie peut basculer à tout moment. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, on a offert des leviers entiers de l'État aux islamistes. Il y a des secteurs qui sont entre leurs mains. La justice,
l'école, l'action sociale, mais aussi le commerce. Mais c'est ça aussi la démocratie. Vous savez, et c'est grave. Mais vous savez, pour ça, c'est la démocratie, mais il faudrait qu'il respecte les règles. La démocratie, c'est non. Hein? Il faudrait qu'il respecte aussi les règles. Par exemple, moi j'en ai connu à Béjaïa, une fois, il y a un ministre qui est venu, il a trouvé une enseigne comme ça, où c'est écrit hôtel, bar, restaurant. Et bien pour qu'il vienne inaugurer cet édifice-là, la wilaya s'est démenée pour cacher le bar. Alors que la loi le lui permet. C'est pour vous dire que ce risque-là est sérieux. Allez voir ce qui se passe dans l'école algérienne. Allez voir ce qui se passe à l'université. Et d'ailleurs, dernièrement, j'avais dénoncé, on va jusqu'à organiser à l'intérieur des universités des cérémonies avec des centaines de jeunes filles, des cérémonies de port du hijab. Mais dans quel pays nous sommes? Qui va accepter cela? Et d'ailleurs, nous l'avons interpellé, ils nous ont fait tout un tapage. La semaine d'après, ils pondent une circulaire interdisant ceci. C'est pour ça que je vous dis, il faut parler. Il faut dire ce qui ne va pas pour pouvoir aller de l'avant. Il ne faut pas se taire. Dans deux cas, ils peuvent arriver au pouvoir. Dans le cas d'élections libres, 90% arrivent à être président. Je suis tout à fait d'accord. Au cas où il y a un chaos qui commence, les militaires vont négocier le... Eh bien justement, vous en avez parlé déjà de cela. Effectivement, les concessions, c'est qui c'est qui les fait? C'est le pouvoir algérien qui les fait, justement, pour sa pérennité. Aujourd'hui, les islamistes sont d'un point indéniable, c'est une réalité. Mais qui c'est qui les a créés? C'est eux. Et c'est eux qui les instrumentalisent. J'espère que moi je ne perds pas espoir. Il faudrait mobiliser la société. Il faut la mobiliser par tous les moyens. Et chacun de nous peut faire cet effort-là. Peut faire cet effort-là. Alors, une dernière question. Ça parle des ISTN et de comment faire. Elle a cité l'exemple de Loulou. Vous savez, nous avons soutenu la plupart de ceux qui sont victimes d'atteinte à leur liberté. Cette affaire des STN, y compris des militants du RCD, la vivent en fait, sont sous le coup des STN. Des STN, c'est pas, tout à l'heure on a lu un statut qui parlait d'une déclaration, c'est à vérifier, des ministres qui déclarent 40% des Algériens sous le coup des STN. Ça fait peur. Moi, j'arrive. Pas trop d'ISTN, mais on néglige IETN. IETN, exactement. Y compris l'interdiction dans le territoire, on l'a vérifié avec le journaliste Farid Ali. Alors, vous savez, il faut toujours continuer à les soutenir. Il ne faut pas les laisser seuls, parce que cette solidarité-là, elle va exister, elle doit se rendre visible. Malgré la peur, malgré la répression, il ne faut pas qu'ils soient isolés, qu'ils soient neutralisés, ces personnes-là. Il faut les soutenir. Moi, dernièrement, dans un meeting, je l'ai cité comme référence. J'avais dit, vous pouvez aller voir les vidéos et voir les écrits aussi sont là, où j'ai dit que qui va accepter de ramener Majd al-Roumi à coup de milliards et d'interdire la tribune à Matoub et Oulhlou. Il faut le dire. À chaque fois que vous avez l'occasion, moi je suis content lorsque vous posez des questions pareilles, parce qu'on revient sur cette nécessité-là de se solidariser avec des personnes pareilles. Maintenant, pour l'hymne national, vous savez effectivement, il faut pourquoi ne pas avoir une version de la version. Où est l'inconvénient? Où est le danger? Durant notre révolution, les premiers chants patriotiques, ils sont en kabyle, en tamazight. Durant notre révolution,
le premier discours qui a été prononcé à la libération du pays par, comment ça s'appelle, Mohamed El-Haj. C'était en kabyle. Mais ma question est la suivante. Comment oser diffuser un hymne qui exclut l'autre langue? Vous savez, alors normalement, vous savez, il faut qu'on fasse l'effort, de le produire d'abord et de l'institutionnaliser. Il faudrait des politiques qui vont oser pour le revendiquer. Il ne faut pas juste rester dans le constat. Il faut militer pour ça. Et militer, il faut le faire. Mais vous, est-ce que ça vous arrange que ce soit uniquement en une seule langue? Moi, je vous l'ai dit, que ça et vous le diffusez, même si vous ne croyez pas à ça, vous le diffusez. Mais donnez-nous cet hymne-là. Non, moi j'ai mon hymne. Moi, sérieusement, je suis dans autre chose. Eh ben, cet hymne-là va être l'hymne national et nous lutterons pour ça. Moi, pour qu'il soit diffusé justement dans les deux langues. Pour une cohérence, c'est ouvert, c'est de le faire. Oui. Je crois que j'espère n'avoir pas oublié quelques questions. D'abord, que je parle par rapport à que font les élus du RCD, le gouvernement québécois pour défendre les intérêts du Québec. Il y a lui arracher des acquis oui. Donc, en pointant du doigt le mouvement indépendantiste. Non, justement, je veux juste vous rappeler, quand nous étions à l'Assemblée nationale, quand j'ai été élu de Tizi Ouzou, j'étais député de la circonscription de Tizi Ouzou. M. Mazouz était député de la circonscription de Béjaïa. Il faut savoir que nous avons arraché pas mal de projets pour nos wilayas respectives. Donc, moi j'ai été dans la commission de l'habitat. Si je me mets à vous faire le bilan de ce que nous avons arraché en matière d'habitat pour Tizi Ouzou, c'est quelque chose. Si je vous parle, par exemple, de la marche du 3 octobre. Le 3 octobre 2015. Nous n'étions pas encore à l'Assemblée nationale, mais une grandiosa marche pour dénoncer le gel des projets, le gel des projets inscrits à l'indicatif de la Wilaya de Tizi Ouzou, entre autres le CHU Nasfert. Donc et depuis, nous avons mené cette bataille. Le projet est dégelé 10 ans après. Donc on connaît que ce soit Asmila de l'Assemblée du Wilaya, que ce soit Asmila de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes toujours battus pour arracher des projets pour nos wilayas respectifs. Donc ça c'est juste pour répondre. Kassaman jusque-là, c'est l'hymne national, le jour où nous avons déposé l'agrément du parti, il y avait 4 chefs qui ont déposé l'agrément du parti. Ils sont engagés à respecter les constantes nationales. Il y avait Saïd Saadi, il y avait Bacha, il y avait Farhat Mehni, et il y avait Mouqarayat Al-Arbi. Donc ils ont signé, ils ont demandé l'agrément, on leur a attribué l'agrément du parti. D'ailleurs, c'est faire cadeau au pouvoir algérien, le coup de 54 l'agrément. Donc, il ne faut pas réserver cet instrument de lutte qui est le RCD. خاطر الساقي ما تسوالي ملومبه ما كاين مزيان l'unique parti qui le porte encore à côté de drapeau algérien, c'est le RCD. Donc sur ça, des institutions, juste pour vous rappeler, c'est pour la première fois. Vous laissez le RCD dans les institutions, parce que c'est que la plupart des mairies de Kabylie ont fonctionné le 20 avril. Juste pour vous dire, mais il est le RCD absent, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Est-ce que c'est des APC de Wilaya de Tizi Ouzou, ils ont travaillé, ils ont fonctionné le 20 avril, alors que c'était automatique. Les maires ne viennent même pas, les élus ne viennent même pas
à la PC. Au contraire, ils mettent les moyens des mairies à la disposition des citoyens. Ils organisent des activités à l'occasion du 20 avril. Donc, est-ce que c'est le 20 avril, est-ce que ça réunit des soucis parce qu'il n'y a pas cette résistance, il n'y a pas cette. Voilà. Et merci. Merci à toutes et à tous. Voilà, je donne la parole à M. Marzouz, président du LCD, pour clôturer par lui. D'abord, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Je suis très content d'abord de me retrouver parmi les enfants de notre pays, parmi notre diaspora. Il faut que ce combat-là, que nous menons, chacun à sa manière, parce que nous pouvons trouver des connexions, nous pouvons trouver des idées, mais aussi des projets alternatifs qui peuvent être consensuels. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons faire beaucoup de choses par l'engagement sincère, par l'acceptation de nos différences, mais par conviction aussi et souci pour le pays dont nous sommes tous originaires. Sachez que ce pouvoir-là, il est sérieusement réduit. Il est réduit à néant en termes d'assises populaires, en termes de soutien. Nous avons un pouvoir fragilisé, un pouvoir acculé, un pouvoir qui ne suscite plus d'espoir. L'espoir, c'est vous, c'est nous. Alors, essayons de travailler ensemble. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer parce que c'est possible. Si je vous dis ça, nous venons d'Algérie. Vous êtes là. Nous connaissons sérieusement les difficultés au quotidien. Nous essayons d'ouvrir des brèches, d'arracher des espaces d'expression. Malgré la difficulté, nous parvenons. C'est parce que nous y croyons. Sachez bien une chose, que les Algériens sont foncièrement pour le changement. Mais il faudrait qu'on soit vigilant, comme vous le dites, parce que à côté de nous, il y a des courants qui ne veulent pas du bien pour le pays, qui ne veulent pas de la prospérité, qui ne veulent pas de la démocratie comme socle de changement. Il y a aussi des jeunes nombreux qui se mobilisent au quotidien. Et dommage que pour la plupart, ils préfèrent quitter le pays que de militer à l'intérieur du pays. Il faut les comprendre. Moi, je ne les blâme pas. Et ça doit sérieusement interpeller d'abord le pouvoir algérien en premier, les institutions algériennes. Parce que, comme le disait un certain nombre d'intervenants aujourd'hui, nous pouvons faire de notre pays, avec sa diversité, dans une organisation nouvelle, où nous pouvons, avec nos différentes régions, avec nos spécificités régionales, construire un État aussi fort comme le Canada aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'étaler. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour votre attention. Merci pour toutes les questions qui nous ont été posées. Mais sachez que ce genre de rencontres, vous ne les trouverez pas dans d'autres formations politiques en dehors du RCD. Tani merci, à tout fait.